Mais donc rappelons rapidement, allons-y directement, rappelons rapidement la chronologie et qu'est-ce qui s'est passé durant cette intersaison. Donc ça commence très tôt, très tôt, puisque OKC est une des toutes premières équipes à dégainer, même au mois de juin, donc le 20 juin, l'échange Caruso contre Josh Giddey. Et c'est vrai que bon, Chicago n'avait pas l'air vendeur depuis pas mal de temps, mais on savait aussi que Chicago était en fin de cycle, plus ou moins. On savait pas quand est-ce qu'ils allaient dire ça y est, on arrête, mais bon, on allait vers là. Et bah, finalement, c'est OKC qui rafle la mise sur sans doute un des tout meilleurs role-players, même si c'est un peu connoté ce mot, mais de manière un peu trop négative. Mais en tout cas, un génialissime joueur que tout le monde aurait voulu. C'est OKC qui rafle la mise en faisant un échange contre Josh Giddey, vous le savez. Et puis ensuite, début juillet, la free agency. OKC faisait partie des équipes avec beaucoup de cap space, beaucoup d'espace pour signer des gens et des gros contrats, et donc ils ont signé Isaiah Hartenstein, voilà pour les deux principales recrues de ce marché d'été. Hartenstein qui signe pour 87 millions sur 3 ans, donc une coquette somme dirons-nous. Et puis ensuite, également juillet, les prolongations de Isaiah Joe et Aaron Wiggins, j'allais dire Andrew, non pas Andrew justement, mais Aaron Wiggins, donc les deux jeunes pousses de chez OKC qui ont prolongé sur des contrats qui d'ailleurs sont des contrats de taille, de bonne taille, hein, vraiment pas très élevés. Donc non seulement on les prolonge, mais en plus c'est plutôt pas mal. Je crois que Isaiah Joe c'est 12 millions sur 3 ans, un peu en dégressif, et pareil pour Wiggins, on est autour des 10 millions, là encore en dégressif. Et puis, donc ça c'est pour le recrutement, on va dire free agency, trade, prolongation, etc. Mais il faut aussi rajouter la draft, qui a été aussi intéressante, puisque OKC s'en sort très bien, même si on n'est pas sur du court terme. On n'a pas affaire à quelqu'un à une équipe qui a rajouté un talent qui va aider de suite, déjà parce qu'il est blessé, mais en plus c'est plutôt un projet long terme, on va dire, parce qu'OKC a eu la chance de mettre la main sur le fameux Nikola Topic, non pas Jokic, et non pas Jovic non plus de Miami, mais Nikola Topic qui était annoncé depuis longtemps comme un probable premier choix de draft pour 2024. Alors, au final, il ne l'a pas été, parce que justement, il a des problèmes de blessure, et il s'est reblessé assez gravement pour toute la saison, juste avant la draft, donc ça n'a pas dû aider. Mais c'est vrai que Topic, c'est un talent pur assez évident. Bon, pas un talent générationnel, hein, évidemment, mais pour une année comme 2024, où apparemment il n'y avait pas d'énormes prospects et c'était un peu plus ouvert que d'habitude, on parlait de lui pendant assez longtemps comme un probable premier choix de draft, pour vous dire quand même un peu le niveau de talent. Mais bref, il est blessé, ce sera du long terme, mais en tout cas, pour récupérer ça au niveau du 12e pick, c'est quand même un truc assez intéressant pour le moyen et long terme, à mon sens. Donc, hyper bonne recrue de ce côté-là aussi. Et puis, au niveau de la draft, toujours en 26e, c'est Dillon Jones qui rejoint aussi OKC. Bon, alors de la fac de Weber State, vous savez, la fac qui joue en violet, la petite fac de Damien Lillard à l'époque, Weber State, et lui, d'après ce que j'ai compris, on est totalement dans l'identité offensive de OKC, c'est-à-dire du drive, beaucoup de driving game, beaucoup de pénétration, balle en main, et aussi beaucoup de passing, en tout cas pas mal de passing, donc notamment tout ce qui est passing en mouvement. On remplit un peu les deux critères d'OKC et la philosophie offensive d'OKC qui est de faire de drive, beaucoup de drive et beaucoup de passing, des joueurs qui sont capables de réagir et de s'adapter en mouvement. Donc Dillon Jones remplit ces deux catégories, sachant qu'il est un peu plus vieux, je crois de mémoire, donc c'est pour ça qu'il est un peu drafté plus bas. Mais voilà, un mec, un talent pur qui est tombé un peu plus bas que prévu, Topic, et puis Dillon Jones, qui va pouvoir aider un peu court terme, je pense, mais surtout moyen terme. On verra comment ça va se développer. Et presque dans ce listing de qu'est-ce qui s'est passé durant l'intersaison, presque j'ai envie de rajouter aussi, presque aussi notable, les trades et les moves qui ne se sont pas faits. Je pense que pour certains fans d'OKC ou d'autres, il y aurait presque à rajouter dans cette liste, en fait, les trucs qui ne sont pas arrivés, malheureusement. C'est-à-dire que, voilà, on attendait aussi de la part d'OKC de pourquoi pas faire un gros move ou deux, faire des échanges pour aller chercher des joueurs compétents, voire même des stars. On a parlé de Lauri Markkanen, pourquoi pas. On parlait aussi de Mikal Bridges qui depuis a filé chez les Knicks parce que les Knicks ont vidé la banque pour avoir Mikal Bridges. À une époque, on parlait aussi pas une époque, mais pendant longtemps, on a parlé de OG Anunoby ou Siakam, mais surtout, là, ils étaient free agents, mais finalement, ils ont re-signé là où ils avaient été échangés. Donc, respectivement, Knicks et Pacers, bien sûr, pour OG Anunoby et Siakam. Enfin bref, presque autant notable, je pense, pour certains. Il y aurait le fait qu'il y a des trades et des moves un peu plus gros peut-être qu'on attendait et qu'on n'a pas eu totalement, et qu'il faut un peu se contenter de Isaiah Hartenstein qui est intéressant mais qui est juste un backup pivot, hein. Je résume un peu, ou même s'il n'est pas backup, c'est pas parfait par rapport à Chatham Green, on va développer. Et puis Caruso qui est très sympathique aussi mais ça règle pas certains problèmes, etc. Donc pour certains il y a un peu ce truc de on attendait plus. Et c'est vrai que bon, en arrivant sur cette intersaison 2024, quel était un peu le problème, ou plutôt la problématique un peu majeure à mon sens, ou une des, plutôt on peut le dire comme ça,
Pour moi, il y avait la question du spacing. Et bon, on en a parlé dans le bilan 2024, je vais pas refaire le topo, mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette différence entre le fait que OKC était top 3, je crois, top 2 en termes d'efficacité à 3 points. Ok, donc très bien. Et pourtant, il y avait quand même un manque de spacing qu'on avait un peu noté en saison régulière et qui s'est un peu confirmé en playoff, d'ailleurs, avec, avec des schémas de Dallas qui n'hésitaient pas à abandonner pas mal de shooters qui avaient fait des bonnes saisons, mais ça a abandonné quand même ces shooters-là. Donc, pas de respectabilité, pas de dangerosité pour empêcher ces rotations et ou pas une capacité à punir quand ces rotations étaient faites. Pas de un problème de spacing, je pense, qui est un peu ressorti. Donc, la question, c'est la suivante. Ce problème de spacing, notamment, qui est un peu le principal, ce problème a-t-il été réglé? En vérité, non, pas trop, pour le coup. Et encore, j'ai mis bof sur ma feuille, mais je pense qu'on pourrait même dire non, carrément. Ce problème n'a pas trop été réglé. On verra un peu le cas de Caruso, on pourra développer, mais c'est vrai que notamment avec Hartenstein, non seulement tu améliores pas le spacing, mais même tu peux l'empirer, en un sens. Mais en un sens assez... de manière assez majeure, quoi. Donc c'est pas la problématique du spacing, elle n'a pas été totalement réglée. Et puis l'autre également, qui est la problématique enfin pas la problématique, mais comme on a dit, de faire le gros move, d'ajouter du talent pur, ça n'a pas non plus été fait, quoi. Là, on a un peu cette impression que là, on a rajouté deux excellentissimes role-players, lieutenants, vous les appelez comme vous voulez, mais deux mecs qui vont au charbon, des cols bleus, voilà, des joueurs hyper valuable, ok, qui ont beaucoup de valeur, plutôt pour le dire en français, excusez-moi, des joueurs qui ont beaucoup de valeur, mais pour autant, c'est des joueurs qui ne sont pas des stars. Alors que c'est vrai que OKC, c'est une équipe de jeunes, mais déjà une équipe très bonne, on rêve un peu d'ajouter du talent pur, quoi. On rêve un peu d'ajouter une star, d'ajouter un splashy move, un sexy move en plus, et un très fort joueur. C'est pas vraiment ce qu'on a eu non plus, quoi. Donc, au niveau de ces deux problématiques, en tout cas, ces deux espoirs peut-être pour l'intersaison, de spacing, pas vraiment, et l'ajout de talent pur, pas vraiment non plus. Après, bon, c'est vrai qu'en un sens, je pense qu'il faut aussi voir les deux moves comme bon, il y a la vraie raison un peu tactique qu'on développera tout à l'heure. Vous allez voir que c'est assez, c'est hyper intéressant. Mais il y a aussi peut-être une question d'opportunité en termes de marché, en termes de construction d'équipe, dans le sens où, Caruso disponible, il était prisé par un peu tout le monde. Et il y avait aussi le fait qu'on se sépare de Josh Giddey. Et d'ailleurs, on peut argumenter que ça, ne serait-ce que se séparer de Josh Giddey, peut-être que ça améliore le spacing aussi, en un sens. Mais voilà, il y avait aussi cet aspect-là. Et puis Hartenstein, c'est par rapport à la free agency et qui était disponible ou pas en free agency. Mais voilà, l'autre donnée du problème aussi par rapport à OKC, et c'est pas que pour cette intersaison, c'est depuis quelques mois, l'autre donnée du problème majeur, c'est le fait que OKC est blindé en termes d'assets, et notamment de futurs tours de draft, parce qu'en termes de contrat, au début de l'été, c'était un peu plus compliqué. Il y avait, hormis le contrat de Lou Dort, il n'y avait pas grand-chose en termes d'assets pour faire des échanges, des énormes échanges, on va dire. Mais en termes de pics, par contre, c'est vrai que OKC, ils ont la banque est remplie de tours de draft de à peu près tout le monde qu'ils ont obtenu dans le fameux processus de tanking et de reconstruction en faisant exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire on encaisse des mauvais contrats, mais on le fait pour un prix, et ce prix c'est je veux bien prendre le contrat de Kemba, je veux bien prendre le contrat qui vient de sauver de la part je viens prendre Al Horford à l'époque parce que les Sixers avaient besoin de dégraisser, donc on prend Al Horford mais on veut un pic en plus, on prend Davis Bertans pour Dallas mais on veut un pic en plus, etc. Voilà, il y avait ce processus au final, et je parle même pas du trade de Paul George, évidemment, ou d'autres trades comme ça, dans lesquels ils ont récupéré des pics. Je crois aussi qu'ils en ont récupéré un ou deux dans le trade de James Harden aussi, pour faciliter l'échange de James Harden en début d'année dernière, en octobre ou novembre dernier. Mais voilà, en tout cas, OKC est blindé. Et donc, c'est un peu là-dessus, je pense que d'où viennent pas mal de fantasmes, on va dire, ou alors de rêves, d'espoir plutôt, pour mieux parler, d'espoir sur ce côté, il y a un gros move à faire. Parce que, en vérité, on a vu que OKC 2024, c'était déjà très très fort. Parce qu'on a ajouté un mec qui était un peu le pivot parfait pour le jeu moderne, Chet Holmgren, on va y arriver. Donc d'un coup, c'est un ajout qui est phénoménal, plus la progression de Jalen Williams qui est elle aussi extrêmement impressionnante, plus le step-up, encore un, de la part de SGA qui a encore continué à progresser, plus, enfin bref, il y a un niveau de compétence qui d'un coup est devenu très très haut en 2024. Donc en fait, on a déjà une équipe qui est très forte, mais donc avec cette énorme quantité de pics, en fait, il y aurait la possibilité de rajouter encore quelque chose de plus fort. OKC est déjà balèze en 2024, ok, et en l'état, mais en fait, il y a toujours ce truc de se dire, il y a plein d'assets, et donc on pourrait être encore plus fort que ce qu'on a actuellement. Et donc vraiment être, non pas un candidat au titre, mais voire même le candidat au titre, le gros favori, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros move qu'on pouvait espérer, que les fans pouvaient espérer, qui n'est pas venu cet été, qui n'était pas venu d'ailleurs non plus
en 2024, pardon, en février 2024, à la trade deadline de cette année, où on s'était dit pareil, soit faire un gros move, soit faire un move, pas forcément gros, mais qui pourrait aider pour le run de playoff à venir en 2024. Bon, au final, ce qu'on a eu, c'était plutôt un move financier. Parce que le trade qui a été fait, c'était Gordon Hayward, qui avait l'intérêt de... Bon, ben, c'est un joueur qui est rentré un peu dans les schémas tactiques, hein, le joueur capable de jouer en mouvement. Notamment, Hayward à l'époque, c'était ça, hein, c'est le jouer en mouvement, le drive, la passe, enfin à peu près tout, le profil très complet qui, dans la théorie, rentre dans ces schémas. Mais le problème, c'est qu'il était un peu free. Donc voilà, d'ailleurs, depuis, il a pris sa retraite. Hein, Hayward, bonne retraite à toi, Gordon, joueur magnifique que tu fus avant les blessures. Mais voilà, il y avait un peu ce truc, bon, un peu pour le sportif peut-être, on va voir le pari si ça marche, mais c'était surtout le fait que on arrivait à récupérer un gros contrat, puisque Hayward c'était un gros contrat, mais un gros contrat finissant. Donc, en fait, on achetait un peu du cap space pour l'été à venir, pour l'été 2024. C'est ce qui a été fait, c'est un cap space, un espace dans le salary cap, dans le budget qui a été fait, qui a été dépensé sur Isaiah Hartenstein, vous le savez. Mais voilà, je veux dire, déjà en février dernier, et pas non plus cet été, juillet 2024, on n'a pas eu le gros move. On a eu Caruso, qui était un move très sympathique, mais c'est pas le gros move. Avec, comme dit, hein, on espérait du Lauri Markkanen, possiblement, on espérait du Mikal Bridges. Fut un temps, même un peu plus vieux, on espérait pourquoi pas qu'ils mettent. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, il y a pile un an ou un an et demi, j'attendais des joueurs comme OG Anunoby, justement, qui allaient être en fin de contrat. Pourquoi pas Pascal Siakam, qui était intéressant. Voilà, ce type de joueur qu'on n'a pas eu, mine de rien. Et c'est vrai qu'on l'a pas eu cet été, mais je pense que ça peut encore venir. Et je pense même que ça va venir. C'est même le but, je pense, de ce projet. Mais vous allez voir qu'il y a des problèmes de timing à régler. Et c'est vrai que ça peut encore venir. Alors, ce ne sera pas Mikal Bridges, parce que lui est parti à New York. Donc, pas Mikal lui-même, mais un joueur de type Mikal Bridges. C'est-à-dire, voilà, le joueur qui est pas une star, qui n'a pas de la création offensive, mais qui a quand même un top 40, top 50 NBA. Ce genre de choses, quoi. Je pense que ça peut encore venir. Donc, pas Mikal, mais dans le genre, on va dire. Bon, Markkanen, ça aurait été un coup intéressant aussi, Markkanen. Alors, pas parfait non plus, mais un coup intéressant. Bon, là, il se trouve que, en l'occurrence, il a re-signé depuis à Utah. Donc, non seulement il est passé de 24 millions, qui aurait été très très intéressant comme contrat, 24 millions pour ce qu'il apporte, à un contrat qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Donc, déjà, c'est moins intéressant en termes de rentabilité, rapport qualité-prix, pardon. Mais il y a aussi le fait que, avec ce nouveau contrat qu'il a signé, et alors, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, lui, son contrat, il est pas échangeable en 2025. Donc, il pourra être échangé au mieux l'été prochain, 2025. Mais voilà, en tout cas, pour l'option court terme pour OKC, c'est un peu à exclure. Markkanen, on verra peut-être l'été prochain, mais en février notamment, ce sera pas ça. Après, c'est pas non plus obligé que ça vienne en février. Ça peut être l'été prochain, ça peut être Markkanen l'été prochain, ça peut être d'autres. Et ça peut être d'autres d'ailleurs avant. J'ai noté quelques noms, alors certains sont plus fantasmes que d'autres, mais notamment, on peut parler de Stephen Curry. Bon, ça c'est très 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 lointain, très improbable, mais à quel point est-ce que ça va bien se passer cette fin de cycle du côté de Golden State? Il a re-signé. Voilà, à surveiller du coin de l'œil. Et je pense qu'OKC surveille un peu du coin de l'œil Stephen Curry, comment ça se passe. Je pense qu'un Butler aussi, notamment Jimmy Butler, un peu pour l'instant, un peu en dispute contractuelle avec Miami. Il va être en fin de contrat, mais bon, moi je miserais sur le fait qu'il va pas partir, mais en même temps, on sait que Pat Riley est assez dur en affaires et que Butler peut être aussi comment dire, un peu têtu, disons-le comme ça. Donc ça à surveiller aussi, mais voilà, ça peut être un coup comme ça. Hein. Les stars, ça apparaît parfois sur le marché, on s'y attend pas et ça apparaît d'un coup. Kevin Durant, souvenez-vous, des Irving ou des mecs comme ça. Ça apparaît et je pense que c'est ce genre d'opportunité où non seulement OKC aurait les atouts pour le faire, mais en plus, peut-être même que c'est ça qu'ils attendent. D'ailleurs, on peut aussi rajouter dans la liste, pourquoi pas, Karl Anthony Towns, pour le coup. Et là, sur ce côté spacing, ce serait intéressant. Alors, contrat volumineux, etc. Mais c'est vrai qu'on en a parlé dans le bilan 2024 des Wolves. Il se pourrait que la décision, qu'il faille trancher, un peu cette année. En termes de soit Karl Anthony Towns, soit Naz Reid. En tout cas, voilà, on est un peu dans des zones irrespirables en termes de salary cap là-bas côté Minnesota. Donc, à surveiller aussi. Mais non, moi, la cible principale que je vois actuellement, comme dit, avec les stars, ça peut apparaître de nulle part et on le voit pas venir et d'un coup une star est disponible. Donc ça, OKC se tient prêt pour ça, mais je pense que peut-être celle qu'il faudrait viser ou qui pourrait être disponible, ça pourrait être Kawhi Leonard. Assez clairement. Parce que je vais pas refaire le podcast que j'ai fait sur les Clippers il y a quelques jours, une semaine même pas, mais à quel point est-ce que Paul George n'était pas un peu le premier domino de soit all-in, soit rien, et finalement donc le premier domino de tant pis, laissons partir Paul George et on en a marre de ce cycle, on a compris, on fait peau neuve quoi. James Harden, il a un contrat d'à peine 1 an parce qu'ensuite c'est une player option donc il pourrait partir. Est-ce qu'on n'est pas un trade, on n'a pas un trade de Kawhi qui va venir cette année, soit en février, soit l'été prochain? C'est probable. Voilà, je pense que
le move, il va venir. Il va venir de la part de OKC, et ça pourrait être Kawhi, ça pourrait être Butler, ça pourrait être un autre, un mec qu'on connaît pas encore. Ou alors, sans aller sur la catégorie star, ça pourrait être plutôt un top role player à la Mikal Bridges, vous avez compris. Mais c'est vrai que pour moi, ce move va venir. Ce move doit venir aussi, à mon sens, parce que tu as les assets et que des chances de titre, t'en as pas tant que ça, donc autant les maximiser. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.